Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du cours consacré aux énergies fossiles. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de la notion du pic pétrolier. Commençons tout de suite par définir l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est ce qu'on appelle aussi l'OPEP, c'est ce qu'on appelle un cartel de pays. Alors un cartel, c'est une association de personnes ou d'entreprises qui ont un but commun, et ici c'est ne pas se faire concurrence en fait. Donc le cartel lié au pétrole dans ce cas-ci va essayer de ne pas faire grimper les prix trop haut pour eux et pour le consommateur, afin évidemment qu'ils puissent vendre le plus possible de pétrole. Alors il a été créé en 1960, ce cartel de l'OPEP. Il comportait 5 pays à l'origine, et maintenant il en compte 12 qui négocient donc avec les sociétés pétrolières pour la production. Donc il faut bien distinguer l'OPEP, qui est un groupement de pays, des sociétés pétrolières comme Shell ou Esso, Algip, etc. Donc le siège, voilà, il négocie aussi les prix et les droits de concession, et le siège central est à Vienne. Alors, dans ces pays, donc, on compte l'Arabie Saoudite, le principal exportateur de pétrole, l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Venezuela, le Qatar, la Libye, Abu Dhabi, donc les Émirats faisant partie des Émirats arabes unis, l'Algérie, le Nigeria, l'Équateur et l'Angola. Alors, jusqu'en 1970, les compagnies avaient généralement les pleins pouvoirs pour décider du prix du pétrole et pouvaient influencer sur le cours du pétrole en lui-même. Et voilà, donc l'objectif de ce cartel, je le rappelle, est d'influencer le cours du pétrole pour augmenter le revenu dans ces pays-là. Donc c'est ne pas se faire concurrence, éviter qu'un ait des prix plus élevés que l'autre, et donc que les consommateurs aillent vers ce pays-là plutôt que vers un autre. C'est ici donc tout le monde décide d'un même prix à appliquer donc, pour tous les consommateurs mondiaux. Alors, les pays membres de l'OPEP ont décidé en 1985 de lier leur quota de production à leurs réserves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'en fonction de la réserve dont dispose un pays, eh bien, celui-ci peut exporter vers les consommateurs un certain nombre de barils de pétrole. Ceux qui ont donc de grandes réserves de pétrole peuvent exporter plus que ceux qui en ont moins, en fait. Alors, l'OPEP a donc décidé de fixer un quota, voilà, et donc en 1985, et donc on a pu observer qu'à partir de cette date-là, subitement, les pays concernés ont commencé à augmenter de manière suspecte leur nombre de milliards de barils qu'ils ont en stock, voilà, sans aucune raison particulière. Donc on a observé à partir de 1985 une hausse des estimations de stock de barils de pétrole. Ceci étant, afin d'augmenter le nombre de barils qui peuvent exporter vers les autres pays. Donc on voit par exemple que Dubaï, par exemple, la deuxième colonne, après 1985, donc en 1988, est passé de 1 milliard de barils à 4 milliards d'un coup. On voit que ça s'est passé dans bon nombre de pays, et donc les valeurs suspectes sont ici affichées en gras. Alors, concernant le baril de pétrole, justement, c'est l'unité de mesure de volume utilisée donc, pour calculer les quantités en transition. Ça équivaut à 42 gallons américains ou 159 litres exactement. Une tonne de pétrole brut fait en moyenne 7,6 barils, et ce qui représente une énergie de 12 hommes au travail pendant un an. Donc vous mettez 12 hommes au travail pendant un an, ils vont dépenser une énergie ou faire un travail équivalent à 1 baril de pétrole. Et c'est donc cette unité qui va nous servir à déterminer le prix du pétrole brut. Alors voilà l'évolution du prix du baril de pétrole. On peut remarquer plusieurs choses. Que c'est une évolution qui n'est pas évidemment constante. On voit que depuis les années 1998-2000, le prix n'a cessé d'augmenter. On a eu un soubresaut en 2009 lors de la crise des subprimes.
Donc en fait, on voit que les deux courbes, voilà, on a une courbe nominale et une courbe réelle. En fait, la courbe réelle a été calculée par rapport à la courbe nominale. Et donc la courbe rouge représente le prix que ça nous coûte par rapport au dollar américain de mai 2012, donc sans tenir compte de l'inflation. Mais grosso modo, ils expriment la même tendance. Et donc on voit que le prix du pétrole n'a cessé d'augmenter pour atteindre à peu près 120 dollars, donc aux alentours de 2012. C'est un marché quotidien qui varie d'environ entre 5,6 et 13,5 milliards de dollars. Ce qui veut dire que par jour, les transactions voilà, sont de cet ordre-là. Donc tous les jours, on achète, les gens qui veulent acheter du pétrole, si on les additionne, achètent pour environ 5,6 à 13,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, on estime que la dette des 18 pays les plus pauvres au monde, donc ce qu'on appelle les pays en voie de développement, les pays les moins avancés en gros, est de l'ordre de 40 milliards de dollars. Donc il suffirait d'arrêter de consommer par exemple du pétrole pendant 3 jours, c'est juste un titre de comparaison, c'est irréalisable, mais si on arrêtait de consommer du pétrole pendant 3 jours, on rembourserait la dette des 18 pays les plus pauvres au monde. Voilà, simplement un ordre de grandeur ici. Alors, où se localisent les producteurs et les consommateurs? Mais en fait, cette carte est assez visible parce qu'en fait, les ronds, les cercles orange représentent les consommateurs et les cercles verts, les producteurs de pétrole. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est d'où partent ces flux et vers où ils vont. Donc, pour ça, en fait, on a une autre type de carte qui est une carte par flux. Et donc sur celle-ci, vous pouvez observer les différentes quantités qui sont importées et exportées par les différentes régions dans le monde. On voit que par exemple que les États-Unis se servent principalement au Canada et en Amérique centrale, que l'Union européenne, le principal fournisseur, c'est la Russie, voilà, donc avec 348 millions de tonnes d'équivalent pétrole, que le Moyen-Orient exporte partout dans le monde, essentiellement vers le Japon, la Chine et l'Asie en général, et que les deux principaux pays africains exportent vers l'Union européenne et vers l'Asie. Vous avez donc maintenant un bon aperçu des différents flux de cette matière première fossile à travers le monde. Alors nous entrons maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo et je vais vous introduire à la notion de pic de production. Alors le pic de production, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Le pic de production, c'est un moment particulier dans l'histoire de votre production d'une ressource quelconque. Donc, dans ce cas-ci, dans la production de pétrole. Eh bien, en fait, c'est quand au niveau de la planète, au niveau global, les découvertes de nouveaux gisements et leur développement ne se font plus assez rapidement pour combler le déclin des vieux gisements existants. Donc en gros, vous avez un pic de production lorsque, à la moitié de vos réserves extractibles, vous arrivez à la moitié de vos réserves extractibles et que vous ne pouvez plus subvenir aux besoins des consommateurs. C'est donc vos réserves qui vont diminuer progressivement à partir de ce point-là, et donc votre production qui va elle-même suivre une pente descendante et va diminuer progressivement jusqu'à zéro. Donc vous avez le graphique qui représente ici en bas, vous montre en fait les productions de pouilles individuelles. Donc ça c'est ce qu'on observe, ce sont les petites courbes vertes. Donc ces pouilles individuelles vous montrent la production qu'on peut observer dans différents cas de ressources naturelles. Donc vous avez une production qui augmente, qui atteint un certain seuil, et puis qui reste constante un certain nombre d'années. Voilà. Et puis à un moment, eh bien, brutalement, cette production diminue parce qu'en fait vous avez utilisé toutes les ressources extractibles que vous pouvez donc extraire. Et à l'échelle globale, eh bien, vous avez donc une courbe en cloche qui est donc la somme de toute cette production régionale.
Alors, quand est-ce qu'un pic de production est atteint? Alors, dans le cas du pétrole, on attend le pic de production pétrolier mondial dans l'intervalle des années 2005-2020. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment quand il va arriver. On pourrait déjà y être sans le savoir, car depuis 2005, la production mondiale a commencé à stagner. Et donc, on pourra vraiment le savoir que peu de temps après, ou quelques années plus tard, après qu'on ait dépassé le pic pétrolier. Donc on va constater que la production va diminuer progressivement, que les prix vont augmenter parallèlement, et c'est à ce moment-là qu'on pourra donc certifier qu'on a passé le cap du pic de production de pétrole. Alors ce pic concernant le pétrole avait été mis à jour dans les années 1950. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le pic de Hubert, parce qu'en fait, Hubert, c'est lui qui a dans ces années-là émis l'hypothèse que la production allait connaître un pic avant de diminuer. Il avait fait cette théorie en fait pour les États-Unis. Voilà. Il avait donc prédit la diminution de la production de pétrole aux États-Unis aux alentours de 1970. Donc, parallèlement au pic de pétrole mondial que l'humanité va connaître dans quelques années, eh bien, on appelle ça le pic de Hubert, donc en parallèle. Donc, cette diminution s'est produite en 1971, donc à peu de choses près au moment où il l'avait prédit. Donc, vous avez ici deux courbes pour illustrer ce que je viens de raconter. Donc la courbe verte qui est en fait assez cassée comme ça, qui vous montre l'évolution des découvertes moyennes sur une période de 5 ans. Donc les données recueillies. Voilà. Donc on trouve des gisements de pétrole pendant un certain temps. Lui, il était aux alentours des années 1940. Et donc vous voyez qu'en fait, à ce moment-là, les découvertes ont commencé à chuter. Par contre, en rouge, on voit que l'évolution de la production de pétrole était dans un plein essor. C'est-à-dire que on découvrait de moins en moins de ressources, mais on produisait de plus en plus parce qu'on accédait à différents gisements de plus en plus profonds. Et donc, Hubert, à ce moment-là, dans les années 1940, s'est dit, OK, donc si on découvre de moins en moins de gisements, ça veut dire que on va avoir un shift temporel entre l'évolution de nos découvertes ici et l'évolution de la production de pétrole. Et ce shift était à peu près de 30 ans. Donc 30 ans plus tard, en 1970, on a eu effectivement une production de pétrole qui a commencé à diminuer aux États-Unis et pour tendre maintenant vers une production qui est quasi nulle en fait. Donc voilà ce que ça donne au niveau mondial. Donc on voit que c'est un graphique qui n'est pas très facile à exploiter ici, pas très lisible. Au niveau des États-Unis, on voit qu'en fait on a vu dans les années 1970 un maximum et que depuis 1970, effectivement, la production a commencé à diminuer. Alors pour les autres pays, c'est pas évident à voir parce qu'en fait ils se stackent les uns sur les autres, ils s'entassent les uns sur les autres. Et donc, qu'est-ce qui est important à noter ici? C'est en fait l'épaisseur des différentes courbes. Donc, au plus vous avez une courbe qui est épaisse, au plus à un moment donné de l'histoire, eh bien, il produisait une grande quantité de pétrole. Alors, les dates qui sont à côté des noms des pays sur la droite sont les dates auxquelles les pics de pétrole sont apparus. Donc on peut voir que le dernier pic de pétrole prouvé qui a été mis à jour ici, c'était celui du Danemark en 2004. Et donc on a encore d'autres pays comme la Malaisie, l'Inde, la Chine, l'Angola, l'Équateur, le Brésil et le Canada qui sont seulement dans leur phase de production maximale maintenant, qui n'ont pas encore dépassé leur pic de pétrole. Alors, concernant les principaux pays exportateurs de pétrole dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, en fait on n'en sait rien. Donc ils ne sont pas présents sur ce graphique parce que justement, comme on se doute qu'ils ont triché sur leur quota d'exportation, eh bien donc les différentes valeurs de stock de pétrole qu'ils pourraient nous fournir sont totalement erronées.
Donc on se rend compte en fait qu'il y a une énorme différence entre les estimations que les pays exportateurs de pétrole veulent nous donner et celles effectivement présentes, donc estimées par les géologues, dans les sous-sols. Donc on a des différences qui sont évidemment de plus en plus grandes. Sur ce schéma, vous pouvez voir donc ces différences entre les deux courbes. Donc vous voyez que selon les géologues, eh bien, en fait, on a une courbe verte ici qui montre en fait les réserves prouvées plus probables donc qui sont faites par les géologues. Par contre, la courbe bleue nous indique en fait les différentes réserves officielles qui émanent des différents pays. Donc vous voyez qu'à un certain moment, ces deux courbes se croisent et dans l'intervalle 2000-2010, eh bien, en fait, la courbe bleue a même dépassé la courbe verte, ce qui montre bien qu'en fait, on a une très grande différence entre ce que nous disent les pays et ce qu'ils ont effectivement en dessous de leurs pieds. Alors, face à ces perspectives, donc on est en droit de se demander vers quoi on va, comment cette fin du pétrole va s'organiser dans notre société actuelle et surtout quelles sont les solutions possibles et viables pour que cette transition énergétique se passe évidemment dans les meilleures conditions possibles. Ce sera d'ailleurs l'objet des prochains cours sur les énergies renouvelables et donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. La prochaine sera sur le nucléaire et on abordera les différentes énergies renouvelables par la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.